L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Decool. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. J'y associe les 68 députés de tous les bancs de notre Assemblée avec lesquels j'ai déposé la proposition de loi sur le gaspillage alimentaire dans les grandes surfaces. Monsieur le ministre, c'est un fait. En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année. Pourtant, la précarité s'installe dans des proportions inquiétantes et nous savons pertinemment que certains produits frais sont dénaturés ou destinés à la méthanisation. Parce que j'ai grandi dans une famille où on ne jette pas un morceau de pain, cette situation me paraît insupportable. La date du 16 octobre a été déclarée par le gouvernement journée nationale de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Monsieur le ministre a participé récemment à Lille, sur une chaîne nationale, à l'émission Gaspillage alimentaire, les chefs contre-attaquent. Sa présence y a été un signe encourageant. Encore faut-il maintenant aller au-delà de la communication et prendre des mesures pragmatiques. Pour lutter contre le gaspillage, il est nécessaire de renforcer l'éducation alimentaire, notamment en restauration collective. Nous avons rencontré de nombreuses associations caritatives et j'ai moi-même participé à une collecte d'invendus dans une grande surface. Monsieur le ministre, envisagez-vous d'astreindre toutes les grandes surfaces de plus de 1000 mètres carrés à mettre en place une convention d'organisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires invendues ou encore consommables au profit d'associations caritatives? Des enseignes ont déjà prouvé leur générosité et il n'est pas question de revenir sur la défiscalisation du don. Il est des préoccupations qui doivent transcender les usages politiciens. Le gaspillage alimentaire est de celle-là. Face aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux, quelles dispositions concrètes envisagez-vous de prendre pour lutter efficacement contre ce fléau de notre société de consommation? Merci. La parole est à Madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Je vous prie tout d'abord d'excuser Stéphane Le Foll. Vous m'interrogez aujourd'hui sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et je vous en remercie. Le gaspillage alimentaire, comme vous l'avez dit, cela représente 20 kilos de déchets par an et par personne, alors que plus de 3,5 millions de personnes ont recours chaque année à l'aide alimentaire en France. Dans ce contexte, un pacte national a été lancé dès 2013 contre le gaspillage alimentaire par Stéphane Le Foll et par Guillaume Garot, dont je veux saluer ici le travail. La lutte contre le gaspillage alimentaire est aussi un des 4 objectifs prioritaires de la nouvelle politique alimentaire présentée la semaine dernière en Conseil des ministres. Cet engagement rejoint tout le travail mené par Marisol Touraine et moi-même pour que les associations puissent récupérer dans les meilleures conditions les denrées invendues afin de les redistribuer à ceux qui en ont besoin. Alors votre proposition, monsieur le député, peut paraître aller dans le bon sens et nous partageons le même objectif. Mais les moyens proposés, rendre contraignants et obligatoires les dons aux associations, risquent d'avoir un effet contraire. D'abord parce qu'il existe déjà de nombreux accords entre associations et la grande distribution. Ensuite parce que, vous l'avez dit, il existe déjà un dispositif incitatif à la défiscalisation. Surtout parce qu'un dispositif obligatoire ferait peser une contrainte nouvelle sur les associations qui, vous le savez, ont des moyens de distribution et logistique limités. Enfin, il pourrait être tentant pour les grandes surfaces de donner sans trier des volumes importants de denrées non consommables, avec le risque de transférer aux associations la charge de la destruction des denrées non distribuables, ce qui serait dommageable pour ces associations. C'est pourquoi le gouvernement souhaite poursuivre et approfondir les plans et dispositifs existants, en mettant davantage l'accent sur les mesures incitatives, tout en renforçant la capacité des associations à pouvoir récupérer et redistribuer les plus grands volumes. Merci Madame. La parole est à Monsieur Bruno Le Roux. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, elle s'appelle Maïssa Abdo et sous le nom de Narine Afrin, elle est aux commandes des forces kurdes syriennes qui résistent contre Daesh à Kobané. Elle s'appelle Maïssa Abdo et elle personnifie le front de la liberté. Elle incarne le combat de ceux qui refusent d'être plongés dans l'obscurité de la barbarie et du fanatisme. Oui, Kobané se bat et la communauté internationale ne doit pas, ne peut pas détourner le regard alors que des combattants donnent leur vie pour défendre leur vie et leur ville. Mes chers collègues,
Ces combattants héroïques ont besoin de notre appui, car ce sont eux qui défendent Kobané. Ils se battent contre Daesh pour assurer la sécurité des populations locales et protéger leur territoire. En se battant contre les terroristes, ils se battent aussi pour nous. La Turquie doit prendre la mesure de ce qui se joue à sa frontière et assumer ses responsabilités. Le plus grand ennemi de la Turquie, c'est Daesh, c'est le terrorisme. Si la Turquie accueille des réfugiés syriens, elle doit aussi laisser passer les combattants qui veulent rejoindre Kobané et permettre ainsi que des armes soient livrées aux combattants de la liberté. Notre responsabilité est de ne pas abandonner Kobané à la furie des djihadistes. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Défense, le Président de la République a lancé un appel, l'urgence d'une zone tampon. Il faut qu'au-delà de la coalition, la communauté internationale réagisse. La France combat Daesh par ses moyens diplomatiques, militaires, avec la frappe de nos avions Rafale. Monsieur le Premier ministre, ce combat mené contre Daesh ne se limite pas à Kobané, mais Kobané en est devenu un des symboles. Pouvez-vous ici nous confirmer la volonté de la France d'aider ces combattants et de combattre partout ces terroristes? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président Bruno Le Roux, vous le savez, depuis le 19 septembre, les forces armées françaises sont engagées directement dans la lutte contre Daesh. Elles procèdent à des opérations de reconnaissance, d'identification et de frappe contre les terroristes du groupe Daesh. Le Président de la République, vous le savez, vous l'avez rappelé, a décidé de renforcer le dispositif militaire engagé en Irak. Ce renforcement est désormais effectif, avec notamment 3 Rafales supplémentaires, 9 au total, ainsi que les moyens accrus de renseignement, ainsi qu'une frégate dans le Golfe. Les opérations se poursuivront aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour réduire les capacités de Daesh et permettre à l'armée irakienne de reprendre le dessus. La France intervient avec les États-Unis dans le cadre d'une large coalition internationale qui comprend des pays arabes d'abord et des partenaires européens dont il convient de saluer la décision de contribuer militairement aux actions menées en Irak. La participation de l'Australie à la coalition et la décision du Canada de la rejoindre prochainement démontrent également que le combat contre Daesh englobe un nombre croissant d'États confrontés aux défis et aux menaces de ce groupe terroriste, et vous savez la nature de cette menace. Monsieur le Président, vous l'avez dit avec des mots très forts, à Kobané, ville frontalière de la Turquie, ce combat se déroule sous les yeux de la communauté internationale et met en relief l'impérieuse nécessité de poursuivre notre action avec la plus grande détermination. De nombreuses villes dans la région, en Irak comme en Syrie, livrent, loin des caméras, une bataille désespérée contre la progression des forces djihadistes ou contre celle du régime de Bachar el-Assad. Vous savez par ailleurs qu'au Kurdistan, nous soutenons par l'aide humanitaire et par la livraison d'armes les Kurdes. Alors, parallèlement à nos actions en Irak, la France agit pour permettre à l'opposition syrienne modérée, en particulier celle représentée par l'armée syrienne libre, de reprendre du terrain face à Daesh. L'action que nous menons en Syrie est complémentaire des opérations militaires que mènent sur ce théâtre les forces américaines et les pays arabes. Comme l'a souligné hier le ministre des Affaires étrangères devant vous, tous ceux qui sont en position d'agir sur le terrain doivent le faire immédiatement, le plus vite possible. La coalition d'abord par des frappes pour entraver Daesh. Elles ont commencé, mais leur rythme doit s'accroître. La France, et je vous réponds très directement, est favorable à l'instauration d'une zone tampon, d'une zone de sécurité. Et enfin, je veux le dire avec beaucoup de force ici, dans cette Assemblée, nous appelons la Turquie à prendre toutes ses responsabilités et toutes les mesures qui s'imposent face à un adversaire qui, s'emparant de cette ville, contrôlerait un verrou stratégique dans la région. Nous le devons parce que nous menons cette lutte contre le terrorisme et la barbarie. Nous le menons parce que la stabilité de la région est un élément impératif, et nous le devons à nos amis kurdes. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur François Rochebloine. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre.
Hier, le président de la République a été interpellé par les associations de lutte contre la pauvreté, déplorant que les plus fragiles ne soient pas au cœur de l'action gouvernementale. Ce vendredi 17 octobre sera célébrée la journée mondiale du refus de la misère, journée qui, je le rappelle, a été instituée en 1987 à la suite de l'appel lancé par le père Joseph Wresinski, fondateur d'ATD Quart Monde. C'était à Paris, autour du parvis du Trocadéro, avec le rassemblement de plus de 100 000 personnes venues exprimer la nécessité de s'unir pour faire respecter les droits de l'homme. Et comment ne pas rappeler le combat contre la déshumanisation de la misère mené par Madame Geneviève de Gaulle-Antoniose, venue ici même en 1997 interpeller notre représentation nationale et les pouvoirs publics. Voulu pour dénoncer la discrimination et la précarité sociale, voulu pour sensibiliser aux préjugés sur les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale, cette journée du 17 octobre est reconnue depuis 1992 par l'ONU. Or, plus le chômage s'accroît, plus la crise économique et sociale s'accentue, plus la vie devient difficile pour nos concitoyens les plus modestes, plus les situations de précarité se multiplient et dans notre pays, comme dans la plupart des pays développés, plus les idées reçues sur les pauvres se répandent. C'est un fait malheureusement trop connu. Or, si les personnes fragilisées par la crise ont besoin de soutien matériel, il leur faut d'abord et avant tout qu'elles soient reconnues et considérées dans leur dignité. Face à cette situation, Monsieur le Premier ministre, quelles sont les priorités de votre gouvernement dans le contexte d'austérité budgétaire actuel et quelles sont les actions envisagées pour lutter contre la grande précarité? Et enfin, quels moyens financiers peuvent être mobilisés dans les mois à venir? Une question qui doit tous nous... secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, le 17 octobre est effectivement la journée mondiale du refus de la misère. Et cette année, elle a pour thème « Ne laisser personne de côté, réfléchir, décider et agir ensemble contre la misère ». Alors ce gouvernement est engagé dans le combat contre la pauvreté avec le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale adopté en janvier 2013. Un plan qui a été largement concerté avec les collectivités locales, les administrations, le monde associatif, mais aussi les personnes en situation de précarité elles-mêmes. C'est un plan qui mobilise tous les ministères et c'est un plan dont le budget a été préservé. C'est un choix fort de ce gouvernement. Alors le plan pluriannuel contre la pauvreté, ce sont des mesures concrètes que je veux ici vous en donner quelques-unes. Pour l'amélioration du pouvoir d'achat des familles fragiles, plus 2% par an du RSA en plus de l'inflation, plus 10% par an du complément familial, plus 5% par an de l'allocation de soutien familial. C'est également des mesures concrètes pour l'hébergement d'urgence et le logement. 7 000 places ont été créées en hébergement d'urgence, 117 000 logements sociaux ont été financés en 2013 et 134 000 le seront en 2014. C'est également des mesures pour payer les factures, pour aider les familles à payer leurs factures d'énergie avec le chèque énergie, et puis pour l'accès aux soins avec l'élargissement de l'accès à l'aide à la complémentaire santé et à la CMU. C'est enfin l'accès à l'alimentation pour les plus démunis avec une confirmation des crédits européens, mais également des crédits nationaux, 32 millions par an au niveau national pour l'aide alimentaire. Ce sont également des mesures pour les jeunes avec les emplois d'avenir, mais aussi la garantie jeune qui concerne 10 départements et qui va en concerner 40 en 2015. La pauvreté, nous ne pourrons pas l'éradiquer, mais notre devoir, c'est de la combattre. Car comme l'a dit le président de la République, la pauvreté, c'est une humiliation pour la République. Tout le gouvernement est mobilisé et tous les engagements du plan seront tenus. La parole est à Madame Eva Sas. Merci. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous avons adopté hier ensemble une loi ambitieuse et réaliste sur la transition énergétique, qui constitue une véritable avancée pour notre pays. Et nous nous en félicitons. Mais comment comprendre qu'au même moment, la ministre de l'écologie annonce l'abandon pur et simple de la taxe poids lourd, un véritable non-sens écologique et financier, par lequel on renonce à diminuer le trafic des camions sur nos routes et qui risque de coûter plus de 1,6 milliard d'euros aux finances publiques. Comment comprendre que l'idée de la gratuité des autoroutes le week-end soit avancée,
alors qu'il s'agirait d'un véritable encouragement au trafic routier et que l'enjeu est tout autre, puisqu'il faut au contraire augmenter les prélèvements sur la rente des sociétés d'autoroutes pour mieux financer les transports. Comment comprendre encore qu'on baisse les crédits de l'écologie de 480 millions, qu'on diminue le soutien de l'État au transport collectif, ou encore qu'on n'inscrive pas dans cette loi de finances le chèque énergie, qui était pourtant l'une des mesures essentielles de la loi de transition énergétique. L'écologie a besoin de cohérence pour avancer. Et l'écologie a aussi, il faut le dire, besoin d'un minimum de moyens. Alors nous avons proposé pour ce projet de loi de finances un certain nombre d'amendements qui pourraient donner à l'écologie les moyens qui lui font cruellement défaut aujourd'hui. L'application de la hausse de la fiscalité diesel aux poids lourds, une mesure d'équité indispensable pour que le financement des transports ne repose pas que sur les ménages. La fin des avantages fiscaux accordés aux sociétés d'autoroutes ou encore le maintien du budget de l'écologie. Ma question est donc la suivante. Nous suivrez-vous dans ce sens pour que l'écologie fasse enfin partie des priorités budgétaires de ce gouvernement et que cette belle loi que nous avons votée ensemble hier, celle de la transition énergétique, ne reste pas lettre morte, faute de moyens. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Vassas. Oui, merci de souligner l'intérêt du texte que votre Assemblée a adopté hier et merci d'être exigeante quant aux conditions de la mise en œuvre de ce texte. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que ce n'est pas la première fois que ce gouvernement et cette majorité mettent en place des éléments de fiscalité environnementale. Nous avions adopté, vous aviez voté la contribution climat-énergie qui monte en puissance progressivement, de façon vertueuse, pour jouer sur les comportements et pour évidemment abonder un certain nombre de financements vertueux. Vous aviez bien noté que 28 millions d'euros sont consacrés dans la loi de finances, dans le projet de loi de finances, aux primes destinées à la conversion des véhicules anciens polluants en véhicules propres. Vous avez également noté avec nous que le crédit d'impôt transition énergétique viendra à être simplifié, à être augmenté, puisque c'est 30% de crédit d'impôt qui seront attribués, ceci pour un coût annuel de l'ordre de 700 millions d'euros supplémentaires en année pleine. Mais vous évoquez la question des infrastructures de transport. Je suis en mesure de vous confirmer que l'Agence française de financement des infrastructures de transport se verra dotée d'un budget équivalent à celui de l'année précédente. Ceci nécessitera de trouver des financements. Vous avez évoqué la piste des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Le Premier ministre a engagé un dialogue exigeant, c'est le moins qu'on puisse dire, et nous avons bien pris note de votre proposition, de vos propositions, parmi lesquelles le fait que tous les utilisateurs des réseaux autoroutiers puissent être mis à contribution pour financer les infrastructures de transport. La parole est à Monsieur Patrice Vercher. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Elle concerne l'acharnement du gouvernement contre les familles de France. En effet, depuis 2012 et l'élection de François Hollande, les mesures contre les familles se sont succédées. Baisse du quotient familial, fiscalisation des majorations de pension, réduction de la PAJE. Déjà plus de 4,5 milliards d'euros pris dans leur porte-monnaie. À ce niveau-là, c'est du harcèlement. Aujourd'hui encore, le projet de loi de finances prévoit un nouveau rabot de 700 millions sur les familles de France, alors que parallèlement, vous augmentez de 73 millions d'euros les crédits alloués à l'aide médicale d'État, qui permet aux clandestins un accès aux soins gratuits. Cette aide avoisinera rapidement le milliard d'euros. Mais revenons aux familles. Cette année, celles avec des jeunes enfants sont encore dans le viseur de votre politique, avec le report de 14 à 16 ans de la majoration des allocations familiales. La création d'une tranche supplémentaire au complément de mode de garde sanctionnera les mêmes familles. La réduction de la prime de naissance à partir du deuxième enfant est encore un mauvais signe adressé aux parents qui souhaitent agrandir leur famille, tandis que la réduction du congé parental est un coup bas porté à l'emploi des femmes et à l'éducation des enfants. Mais ce massacre de notre politique familiale ne vous suffit pas, puisque vous souhaitez en plus introduire la modulation des allocations familiales selon les revenus. Prévenons tout de suite nos compatriotes. Avec cette idée, vous ouvrez la boîte de Pandore du démantèlement de notre système de sécurité sociale.
En effet, aujourd'hui, vous vous en prenez à la branche famille, mais qui nous dit que demain, vous ne soumettrez pas les remboursements de santé aux revenus des Français? Monsieur le Premier ministre, les dépenses de la branche famille ne sont pas de simples dépenses. Elles constituent un investissement pour l'avenir. Oui, Monsieur le Premier ministre, vos mesures répétées contre les familles finiront par avoir des effets catastrophiques sur l'économie, sur la natalité et sur l'emploi des femmes. Monsieur le Premier ministre, cessez de vous en prendre aux familles qui sont les forces vives de la nation. Monsieur le Premier ministre, allez-vous retirer vos mesures et vos projets funestes? Merci. La parole est à Madame Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. S'il vous plaît, allez. On arrête ce genre de réaction et on écoute. Monsieur le député, je vais commencer par la fin de votre intervention. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est discuté actuellement dans la commission des affaires sociales de l'Assemblée arrive tout à la fois à inscrire l'assurance maladie dans les économies de dépenses réalisées par le gouvernement sans ne porter atteinte à aucun remboursement, à aucun accès aux soins, voire même en accroissant l'accès aux soins des malades, par exemple de l'hépatite C. Donc je crois que le parallèle que vous faites entre les économies sur la branche famille, les débats qui ont lieu actuellement au Parlement et la défense de l'assurance maladie sont peu opportuns. En ce qui concerne la branche famille, j'ai eu l'occasion déjà de le dire ici, l'ensemble des dépenses que la France consacre à la famille et à l'accueil de l'enfant se situe entre 100 et 120 milliards d'euros. Et ces dépenses, aujourd'hui, vont être effectivement affectées de 700 millions d'économies, ce qui, au regard de l'ensemble des dépenses, sans sous-estimer cet effort, relativise considérablement le volume proportionnel de ces économies. Le gouvernement, depuis 2 ans, soutient la branche famille et particulièrement les familles les plus en difficulté, les familles précaires, les familles pauvres, les familles monoparentales dont vous ne parlez jamais, et qui sont celles en faveur desquelles nous déployons le plus d'efforts. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Anne-Yvonne Le Dain. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, aujourd'hui, vous avez donné le coup d'envoi d'une réforme grande et importante du quinquennat qui prendra la forme d'un projet de loi présenté au Conseil des ministres puis dans cet hémicycle au cours des prochains mois et qui porte sur l'attractivité et l'égalité des chances économiques. De quoi s'agit-il? Nous voulons fonder une stratégie cohérente pour remettre de la fluidité, de la facilité et de la confiance dans les rouages parfois grippés de notre économie. Ce sera donc un ensemble de mesures ciblées, précises, concrètes, qui devra être adopté pour donner de l'énergie, créer de nouveaux gisements de croissance, d'emploi, d'initiatives et libérer l'innovation. Monsieur le ministre, votre projet esquisse plusieurs dimensions intéressantes qu'il nous faudra travailler. Rénover les professions réglementées, développer les transports en bus, remettre en cause les abus des sociétés d'autoroutes, mais aussi dynamiser l'intéressement salarial par l'actionnariat ou l'épargne, rénover les prud'hommes ou adopter des solutions nouvelles pour le travail du dimanche. Ce sont tous de gros chantiers. Il y aura des réticences, nous ferons des avancées. Monsieur le ministre, avec le New Deal européen initié par la France et l'Italie qui va se mettre en œuvre progressivement et mobiliser 300 milliards d'euros, notre majorité actionne donc tous les leviers de la croissance. Car face aux difficultés, il y en a. Il n'est évidemment pas possible de se résigner ni de baisser les bras. Alors, faire confiance, simplifier massivement, retrouver le sens de l'intérêt général, ce sont ces principes simples qui guident notre action et la vôtre. Aussi, pouvez-vous nous dire quels seront les résultats attendus de votre loi attractivité? Merci, Madame Le Dain. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Monsieur le Président, ne soyez pas impatient, il va répondre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame le député, je vous remercie pour votre question. En effet, au Conseil des ministres ce matin, une première communication a pu présenter à la fois l'esprit de ce que sera le projet de loi pour l'activité et quelques premières mesures. Ce ne sont que de premières mesures, ou en tout cas de premiers axes de réflexion. L'objectif, comme j'ai plusieurs fois eu l'occasion de le dire ici, de ce projet de loi, c'est véritablement de déverrouiller notre économie, de libérer, là où c'est possible, l'activité, c'est-à-dire de simplifier massivement les règles devenues obsolètes, de préserver les règles utiles, là où elles existent. Par exemple, le monopole officinal ou le monopole de l'acte authentique, le maillage territorial, mais partout où des règles inutiles existent,
il faut les simplifier, parce que les règles inutiles brident l'activité. Les règles inutiles, elles écartent de l'activité les plus fragiles, les plus jeunes. L'objectif de ce projet de loi, ce sera de déverrouiller notre économie, vous l'avez dit. C'est un travail collectif de tout le gouvernement, parce que cette restauration de la confiance, parce que cette simplification, nous le ferons toutes et tous ensemble, chacun pour nos départements ministériels. C'est aussi un travail pour lequel je compte m'appuyer particulièrement sur le Parlement, parce que sans les territoires, sans ce que vous représentez, cela ne sera pas possible. Donc des idées complémentaires doivent abonder ce texte. Une concertation permanente doit être faite, et en particulier, elle a commencé avec Cécile Untermeier et Richard Ferrand. Ce travail, il sera aussi concerté, négocié, et François Rebsamen est en première ligne sur ce sujet, avec les partenaires sociaux. Mais nous ne réussirons ce travail collectif, mesdames, messieurs les députés, madame la députée, que si nous avons à l'esprit deux principes simples. Le premier, c'est que libérer dans beaucoup de situations, c'est accroître les droits. Et le second, c'est que l'intérêt général, et vous le savez bien comme moi, doit passer devant tous les corporatismes. Parce que nos premiers ennemis, ce seront les corporatismes. Merci. La parole est à madame Marie-Georges Buffet. Madame la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, notre pays sera-t-il en mesure de relever les défis scientifiques et culturels du XXIe siècle? C'est cette question qui est au cœur des alertes lancées par les chercheurs et les universitaires. La recherche française a prouvé sa qualité grâce à l'indépendance intellectuelle des scientifiques et à la confiance que la nation leur a accordée. Pourtant, l'emploi scientifique connaît une situation dramatique. Moins 15% de doctorants entre 2000 et 2011, moins 806 emplois en 12 ans au CNRS, une masse salariale des universités inchangée depuis 4 ans et une pénurie budgétaire qui les pousse à utiliser à d'autres fins les crédits ouverts. Ainsi, 2080 postes autorisés n'ont pas été pourvus entre 2011 et 2013. La situation n'est pas meilleure dans la recherche privée, où le crédit impôt recherche, 6 milliards d'euros, n'a pas fait preuve de son efficacité, comme le soulignent les rapports de la Cour des comptes ou de l'OCDE. Les regroupements à marche forcée que vous avez initiés poussent à une concurrence malsaine, alors que la recherche existe de la coopération. Pour le président du conseil scientifique du CNRS, cette situation est un drame démocratique et scientifique. Pour en sortir, plusieurs actions sont en cours. Un test du conseil scientifique du CNRS, celui de la coordination des responsables du Comité national de la recherche scientifique. Et une pétition circule qui a déjà recueilli près de 20 000 signatures. Enfin, vendredi, demain, les manifestants de Science en Marche, avec l'ensemble des syndicats, arriveront de toute la France à Paris. Madame la ministre, allez-vous entendre ces graves préoccupations, décider d'un moratoire sur les regroupements, revoir le dispositif du crédit impôt recherche pour en affecter une grande part aux laboratoires publics de recherche et décider enfin un plan ambitieux pour l'emploi scientifique? Merci madame. La parole est à madame Geneviève Fioraso, secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci Monsieur le Président. Madame la ministre, Marie-Georges Buffet, comme vous, le gouvernement est sensible à l'emploi scientifique, en particulier à l'insertion des jeunes chercheurs. Concernant l'emploi scientifique, je voudrais rappeler simplement les chiffres. Dans les grands organismes de recherche, l'emploi a augmenté de 1 437 personnels de recherche entre 2009 et 2013, donc en 4 ans. À l'université, l'augmentation réelle, vérifiée, a été encore plus importante, avec la création de 5 402 postes entre 2003 et 2013. Dans le secteur privé, la progression est encore plus importante, avec 5 000 emplois de plus par an, liés notamment à la bonne utilisation du crédit impôt recherche. Les comparaisons internationales montrent d'ailleurs toute l'importance de cet effort, puisque la France se situe pour la part publique de la recherche et pour le nombre de chercheurs dans la population, proportion dans la population, devant le Royaume-Uni et devant l'Allemagne. Alors oui, il y a un problème, vous avez raison. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est celui du recrutement des jeunes. Le budget de la recherche a été sanctuarisé par ce gouvernement, ce qui constitue une priorité dans une période de réduction des déficits publics. Mais il y a moins de départs à la retraite, car le départ à la retraite de la génération des baby-boomers est derrière nous. Il faut donc compenser ce manque de départ à la retraite qui, à budget constant, réduit mécaniquement les possibilités d'embauche. J'ai donc demandé aux organismes de recherche qu'ils prennent toutes leurs responsabilités et qu'ils donnent la priorité à l'embauche des jeunes docteurs, à leur insertion, à l'insertion des post-docs, plutôt qu'aux fins de carrière.
Je me suis engagée à ce que chaque départ à la retraite soit compensé au 1 pour 1, qu'il s'agisse d'un chercheur, qu'il s'agisse d'un technicien, d'un ingénieur ou d'un administratif, ce qui n'avait jamais été fait. Enfin, je veux rendre hommage, en conclusion, à la qualité de la recherche française. Avec Serge Haroche, Halil Moulay Benabid, Arturo Avila, Patrick Modiano et Jean Tirole, la France a reçu en 2 ans 5 grands prix internationaux pour une économie de la connaissance que tout le monde félicite. La parole est à monsieur Yannick Moreau. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Ce matin, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi de santé et par son article 8, la légalisation des salles de shoot, rebaptisées pour l'occasion. Malgré le glissement sémantique, les faits sont là. Le gouvernement a décidé de légaliser les salles de shoot, non plus seulement à Paris, mais sur l'ensemble du territoire national. On nous dit pour 6 ans, mais pour combien de millions d'euros qui seront consacrés au détriment des politiques de prévention précoce bien insuffisantes dans notre pays. Monsieur le Premier ministre, légaliser les salles de shoot est une très grave erreur. 9 pays seulement ont tenté cette aventure. Partout, c'est un échec. Plus qu'une erreur, la légalisation des salles de shoot est une faute. Une faute contre notre jeunesse, à qui vous adressez un terrible signal de banalisation de la drogue, qui pourrait désormais être légalement consommée dans certains endroits protégés de la République. Une faute contre nos forces de l'ordre, qui, au péril de leur vie, luttent sans relâche contre le trafic de drogue. Une faute contre les familles frappées par le fléau de la drogue et qui attendent autre chose du gouvernement qu'un témoignage de laxisme et de fatalisme. Monsieur le Premier ministre, dans la crise que nous traversons, la légalisation des salles de shoot est-elle vraiment une priorité nationale ? Combien vont coûter aux contribuables ces 6 années de soi-disant expérimentation et où allez-vous trouver l'argent ? Monsieur le Premier ministre, arrêtez de chercher à masquer l'échec économique de votre gouvernement par des rideaux de fumée idéologique. Arrêtez de tout vouloir banaliser et de déconstruire un à un, jour après jour, les repères fondamentaux de notre société. Avec 100 collègues, nous déposerons cet après-midi une résolution parlementaire pour contrer cette initiative gouvernementale inopportune, inefficace et dangereuse pour l'avenir de notre pays. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yannick Moreau, j'ai présenté ce matin un projet de loi en Conseil des ministres portant sur l'avenir de notre système de santé, pour faire en sorte que l'ensemble de nos concitoyens puissent se soigner dans de meilleures conditions. Ce texte de loi, il comporte de très nombreuses mesures. Des mesures pour la prévention sur le tabac, l'alcool, la lutte contre l'obésité, des mesures pour l'accès aux soins de tous avec l'instauration du tiers payant, des mesures pour l'organisation du parcours de soins à travers le médecin traitant de l'enfant, la reconnaissance de l'hôpital public. Et parmi l'ensemble de ces mesures, de ces très nombreuses mesures, il y a la volonté d'accroître les moyens que nous consacrons à la réduction des risques, à faire en sorte que les toxicomanes puissent être soignés, tous les toxicomanes. Et s'il y a une faute, monsieur le député, c'est de ne pas vouloir soigner des hommes et des femmes qui ont pour seul tort d'être malades. S'il y a de l'idéologie, monsieur le député, c'est celle de brandir des risques là où ils ne sont pas. Parce que moi, je ne veux pas, monsieur le député, que des enfants jouent dans des bacs à sable ou traînent des seringues. Et je préfère que ces enfants, les parents puissent être pris en charge dans des centres de réduction des risques. Allez, je sais bien que c'est un sujet qui provoque les passions, mais on essaye de les contenir. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui ne puissent pas trouver d'accompagnement et de porte vers le système de soins. Et c'est tellement vrai qu'il y a des parlementaires, des élus de votre groupe qui ont apporté leur soutien au cours des années précédentes à cette démarche. Alors nous en débattrons, monsieur le député, mais moi je parle de santé, je parle d'accompagnement, je ne parle pas d'idéologie et je suis convaincue que nous pouvons nous retrouver sur ces impératifs de santé publique. Merci madame. La parole est à monsieur Jean-Michel Clément. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Défense.
Monsieur le ministre, l'engagement militaire de la France dans le monde est aujourd'hui un atout pour la paix. Sur une multitude de théâtres d'opération, nos forces se déploient pour apporter la solution appropriée aux menaces de sécurité mondiale. La représentation nationale est unie pour saluer l'action de nos troupes sur ces terrains périlleux. Dans un contexte marqué par de fortes mutations et des contraintes économiques, notre défense doit relever de nouveaux défis. Ces défis ont été recensés dans le livre blanc de 2013. Monsieur le ministre, depuis votre prise de fonction, vous avez affirmé une réelle volonté d'adapter l'armée française aux nouveaux périls, aux nouveaux enjeux de la défense nationale. Pour adapter notre armée, vous avez fait le choix, dans la concertation, avec courage et responsabilité, d'une loi de programmation militaire précise, redéfinissant le format des armées qui nous oblige notamment à réorganiser les services pour rendre notre armée plus efficace. Vous avez annoncé il y a quelques heures de nouvelles restructurations importantes. Ces restructurations ont été guidées par l'intérêt général et la volonté de maintenir le niveau de nos capacités opérationnelles. Le temps où ces choix étaient dictés par des intérêts politiques locaux n'est plus. Parmi les restructurations figurent des dispositions concernant des régiments et la modernisation du service de santé des armées, touchant notamment le Val-de-Grâce. Sans entrer dans les détails, la modernisation du service de santé des armées attire l'attention de la représentation nationale. 9 hôpitaux d'instruction des armées de qualité sont implantés en province et le Val-de-Grâce est une institution nationale. Pouvez-vous nous rappeler quels principes guident ces choix et pouvez-vous nous préciser quelle sera la nouvelle organisation du service de santé des armées et plus particulièrement quel est l'avenir de l'hôpital du Val-de-Grâce? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Michel Clément, vous l'avez rappelé, j'ai notifié ce matin le dispositif des restructurations pour l'année 2015 prévu dans la loi de programmation militaire et portant sur 7500 postes. J'ai respecté mes engagements qui consistent à toucher le moins possible les unités opérationnelles et à procéder le moins possible à des dissolutions. Il y en a peu. Certaines sont douloureuses, mais il y en a peu. Et vous m'interrogez plus particulièrement sur la dimension santé de ce dispositif et en particulier sur la mise en œuvre du projet de service de santé des armées que l'on appelle dans le jargon SSA 2020. Je voudrais à ce propos vous préciser que sur les 9 hôpitaux militaires dont vous avez parlé, 8 auront la pérennité en évoluant dans leurs fonctions sur la longue durée. Il restait un problème sur le Val-de-Grâce. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de travaux dans cet établissement depuis 1978 et que nous sommes obligés, dès à présent et sur une durée qui irait jusqu'à 2020, d'initier des travaux de sécurité, de mise en conformité indispensables pour plusieurs centaines de millions d'euros. Alors qu'à proximité, il y a 2 établissements militaires performants, récents, que sont Bégin et Percy, et que par ailleurs, l'offre de soins civils dans cette partie de Paris est largement significative. Donc j'ai décidé de procéder progressivement au transfert des activités hospitalières militaires sur ces 2 établissements et de faire en sorte, parce que le Val-de-Grâce est un lieu historique qui fait partie de notre mémoire, de faire en sorte que le Val-de-Grâce devienne demain à la fois le lieu de la formation pour la médecine militaire, mais aussi le lieu de la recherche militaire qui est en France très en pointe. Vous voyez que la réponse est plutôt globalement positive. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Georges Fenech. Le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il est permis de s'interroger. La France est-elle toujours un État de droit? Tant les violations répétées des droits fondamentaux s'étalent chaque jour dans une certaine presse qui mène manifestement un combat politique en utilisant les moyens de l'État. En effet, dans sa dernière édition, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles révèle que 2 journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, mènent leurs investigations contre Nicolas Sarkozy en bénéficiant d'une protection policière permanente composée de 2 véhicules et de 8 agents de sécurité, ce qui représente 400 000 € aux frais de l'État. Ces 2 journalistes enquêteurs ont été reçus successivement le 3 octobre à 19 h à l'Élysée, comme par hasard, la veille d'un article sur l'affaire Big Malion.
Puis, le 6 octobre, à 12h50, au ministère de la Justice. S'il vous plaît, Monsieur Baïs. Comme par hasard, Monsieur Baïs. la veille de Monsieur l'article Baïs, 2 fois. portant sur des soupçons en provenance du Kazakhstan. Mais ce qui paraît encore plus grave et plus inquiétant, et est-ce toujours le fruit du hasard? Les deux journalistes en question. S'il vous plaît, les uns et les autres, on écoute la question et on écoute la réponse. S'il vous plaît, allez. S'il vous plaît, on se calme. Vous, Monsieur Fenech aura une réponse. S'il vous plaît. Monsieur Fenech, vous poursuivez. Allez-y. Ça suffit. S'il vous plaît, Monsieur Roman. Monsieur Roman, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous écoutez la question. Vous écoutez la question, il y aura une réponse. Allez. Allez-y, Monsieur Fenech. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a des questions qui dérangent? Monsieur Fenech, je vous rajoute un peu de temps, mais n'abusez pas, allez-y. Je disais à l'instant, si vous voulez bien m'écouter, mes chers collègues, ce qui me paraît plus grave et plus inquiétant, et peut-être est-ce le fruit du hasard, c'est que ces deux journalistes en question terminent leur périple le même jour, le 6 octobre à 15h, au pôle judiciaire financier de Paris, en charge des enquêtes contre Nicolas Sarkozy. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous êtes, comme nous, attaché à l'indépendance de la justice, à la liberté de la presse. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Mes chers collègues, j'ai arrêté le chrono pendant la période où il y avait du désordre et j'ai rallongé du temps. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Regardez au moins. Le chrono a été arrêté pendant toute la période où il n'a pas pu parler. Allez. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le député Georges Fenech, il me semble avoir compris le sens de votre interpellation et de votre question. Et je vous répondrai très rapidement, puisque vous avez rappelé les principes de l'état de droit et les principes qui sont ceux de ce gouvernement. L'indépendance d'abord de la presse et deuxièmement l'indépendance de la justice. Ces deux principes, dans le passé, n'ont pas été tout le temps respectés. Ces deux principes, puisque vous parlez d'état de droit, ce sont deux principes fondamentaux qui doivent être bien évidemment respectés. La presse doit pouvoir faire son travail et il ne sert à rien de la mettre en cause ici dans cet hémicycle. Et la justice doit pouvoir faire son travail et surtout à l'Assemblée nationale ou au Parlement d'une manière générale, il est déconseillé, ça a déjà été le cas malheureusement, de la mettre en cause, Monsieur Fenech. Et sur la base de ces deux principes, je vous rappellerai que nous sommes précisément dans un état de droit et c'est ce gouvernement en particulier qui respecte le travail de la justice et des magistrats. Mais si vous voulez que nous allions encore plus loin, il y a des réformes constitutionnelles que nous pourrions voter ensemble et ainsi les mots et les actes seraient mis enfin de votre côté en conformité. Deux principes. Pour le reste, les mots, les affaires que vous évoquez ne nous concernent pas, concernent le travail de la presse et de la justice. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Gabrielle Louis-Carabin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, ma question s'adresse à Madame la ministre des Outre-mer. Madame la ministre, les dispositions du budget 2015 que vous avez récemment présentées vous ont permis de réaffirmer la priorité qu'accorde le gouvernement à ces territoires éloignés. Force est de constater que dès le début de ce quinquennat, cette priorité s'est imposée avec des mesures fortes afin de renforcer la compétitivité, la croissance et consolider le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Pour la troisième année, ce budget est en hausse, une hausse significative de 2,6% qu'il est essentiel d'inscrire dans la durée et dans un cadre juridique stable. Plus qu'une volonté politique, cette augmentation doit inévitablement se traduire dans les faits, s'ancrer dans la réalité, en stimulant, en structurant mieux encore tout le potentiel des Outre-mer. Aussi, Madame la ministre,
quels sont les apports du pacte de responsabilité et de solidarité? Qu'en est-il de l'application du CICE en Outre-mer? L'économie sociale et solidaire ne devrait-elle pas être une des solutions innovantes pour favoriser l'emploi dont le développement demeure très fragile? Quels sont les axes de votre politique pour la continuité territoriale? Autant de questions qui m'amènent à vous demander de nous indiquer les grandes priorités de votre feuille de route, Madame la ministre. Merci, Madame. La parole est à Madame Georges Paul-Langevin, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, vous m'interrogez effectivement sur les priorités de mon action concernant les Outre-mer. Je tiens à vous dire que ce gouvernement, effectivement, a fait du développement des Outre-mer une priorité et c'est la raison pour laquelle, dans le contexte que nous connaissons, le budget pour les Outre-mer est effectivement en hausse de 2,5%. Nous savons que nous avons besoin d'inscrire dans la durée les politiques publiques à mener pour que nous puissions lutter contre ce fléau que constitue le chômage si élevé dans tous les Outre-mer. Il y a donc dans ce budget de grandes priorités: l'emploi, la formation, la jeunesse, l'investissement public. Et effectivement, aujourd'hui, nous essayons de faire en sorte que nous arrivions sur des secteurs très importants comme le logement social, à faire redémarrer la machine, parce que nous savons bien que ce sont des secteurs qui peuvent permettre de développer l'emploi comme nous en avons besoin. Il y a la mise en œuvre du pacte de responsabilité et effectivement, le crédit d'impôt qui est de 6% en métropole est accru à 9% dans les Outre-mer à terme, de manière à ce que les entreprises se trouvent face à un allègement des coûts sociaux. Nous avons aussi la possibilité tout à fait importante de dire que dans les Outre-mer, nous arrivions à faire en sorte que le social soit respecté. Et c'est ainsi que nous essayons d'améliorer la vie, notamment la vie quotidienne et la situation des jeunes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai refait le dispositif de la continuité territoriale pour qu'il soit plus efficace pour les jeunes qui partent en formation, pour les critères sociaux et qui ne soient pas ouverts à tous les vents. Autrement dit, responsabilité et développement, c'est ce que nous voulons atteindre dans les Outre-mer. Merci, Madame. La parole est à Monsieur Denis Jacquat. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question à laquelle s'associe Marie-Josée Merman s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Après plus de 2 ans de flou, votre ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie vient d'annoncer la fin de l'écotaxe aux grandes dames de beaucoup d'acteurs de la vie politique de notre pays. Cette annonce brutale est une reculade royale et coûteuse. Votre ministre des Finances a des doutes. Votre ancien ministre des Transports s'interroge. Et vous prétendez que vous ne voyez aucun propos contradictoire. Je vous dirai très simplement qu'il y a comme un malaise et surtout une série de questions sans réponse. Tout d'abord, où l'État trouvera-t-il les 400 millions promis à l'Agence de financement des infrastructures en France sur le produit de la taxe poids lourd, 600 millions en tout? Est-ce le contribuable qui va payer? Ensuite, nous sommes en présence d'une rupture de contrat hors de prix. Vos amis du PS la chiffrent à 1 milliard d'euros sur 1 an. Enfin, que deviendront les emplois? La plateforme technique GeckoMove, implantée sur l'ancienne base aérienne de Metz-Frescati, compte 157 employés. EcoMove, c'est également 130 douaniers qui s'interrogent en rappelant que ce site a été choisi pour pallier les suppressions militaires. La solution miracle serait, selon votre ministre de l'Écologie, une taxe sur les sociétés d'autoroutes. Or, vous le savez pertinemment, dans ce cas, s'il y a une augmentation de la fiscalité, il doit y avoir une compensation, et celle-ci, c'est l'augmentation du péage. Monsieur le Premier ministre, 526 députés ont voté l'écotaxe. Les délégués syndicaux d'EcoMove crient au scandale. Ils nous disent que cette décision est un déni de démocratie. Ils ajoutent également que c'est un mauvais signe pour la transition énergétique et une énormité financière à l'heure où tout le monde se serre la ceinture. Monsieur le Premier ministre, que leur répondez-vous? La parole est à Monsieur Alain Vidali, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Denis Jacquat, vous avez raison d'évoquer dans votre question la
situation des salariés d'Ecomove. Car les salariés d'Ecomove ne sont pas responsables du choix fait pour la première fois en France de confier à une société privée le recouvrement d'une taxe. Les salariés d'Ecomove n'étaient pas responsables du choix qui a aboutissait à un système où 40% de la recette était pour les frais de fonctionnement d'Ecomove. Et les salariés d'Ecomove n'étaient pas non plus responsables de ce choix d'origine qui, à ma connaissance, aujourd'hui apparaît comme la raison de l'échec, de faire reporter sur les chargeurs la taxe pollueur-payeur, ce qui a abouti à des mouvements auxquels certains ici ont participé. Donc le gouvernement a essayé, déjà au mois de juin, de modifier le texte en ayant un périmètre de 4000 kilomètres de routes non concédées. Devant cette situation, devant cette incompréhension, devant les difficultés à faire comprendre que c'était juste, le gouvernement a décidé de suspendre sine die ce contrat. Mais dans l'accord qui est intervenu entre les transporteurs et le gouvernement, il est clairement dit que chaque partie constate qu'il est naturel que les transporteurs participent financièrement pour les infrastructures de ce pays. Nous sommes donc dans la situation où un groupe de travail va se réunir dès jeudi, que je présiderai, avec comme objectif de trouver les recettes de substitution à hauteur de ce que pouvait rapporter le contrat Ecomove, et nous ferons des propositions très rapidement. Il y en a plusieurs sur la table, mais cela ne change rien à l'objectif. Il y a des préoccupations pour les douaniers, il y a des préoccupations pour les salariés d'Ecomove, et le gouvernement y est sensible, mais sur l'objectif de financement des infrastructures, il reste le même, simplement les modalités changeront et nous prendrons des décisions très rapidement. Merci. La parole est à Monsieur Gilbert Collard. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Dans notre France suicidaire, il est à l'évidence plus facile de protéger les journalistes que les parcs publics. À Strasbourg, vous le savez, 7 individus s'entraînaient au djihadisme avec des armes, certes, pour l'instant factices. On les a décrits comme des barbus en djellaba, habillés comme des salafistes. Et ils s'entraînaient au cri de Allah Akbar. Quand les policiers sont intervenus, ils ont hurlé « On est là pour venger nos frères musulmans morts sur les balles ». Et ils ont dit aux policiers « Vous allez brûler en enfer ». Il y a une garde à vue. Alors la question que je vous pose est de savoir qu'est-ce que vous comptez faire. Parce que la nouvelle loi, je sais que le ministre de l'Intérieur est au Sénat, aboutirait dans un cas pareil à la contrainte pénale. Rien de plus. Alors il y a une emprise physique et psychologique du terrorisme sur le territoire. Vous allez me répondre, je le sais, avec l'ironie qui vous caractérise et l'art de la cabriole verbale, mais la réalité, c'est que dans un parc public, en France, en plein jour, des individus s'entraînent et que ce sont nos concitoyens qui appellent la police et que sur le nombre de ces individus, il y a une seule garde à vue. Alors je sais que le but de l'État islamique, c'est de tuer les sales Français, mais si on pouvait éviter quand même gentiment qu'ils s'entraînent tranquillement dans les parcs publics, ça serait tout de même un peu mieux. La parole est à Monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. S'il vous plaît. Monsieur le député, vous vous trompez, Monsieur le député, je ne vais pas vous répondre avec ironie et cabriole. Je vais vous répondre avec beaucoup de gravité. Parce que la situation que connaît notre pays et au-delà de ce pays, d'autres pays en Europe, d'autres pays dans le monde, et tout particulièrement la situation qui est celle du Moyen-Orient, fait que la question du terrorisme ne mérite pas effectivement que l'on traite les choses avec légèreté. C'est ce que le gouvernement a fait, ce qu'il met en œuvre aujourd'hui avec l'ensemble de ses fonctionnaires de police, avec les dispositions législatives renforcées qu'il a fait, avec cette loi que vous avez votée très majoritairement dans cette Assemblée, loi contre le terrorisme, contre le djihadisme. C'est par ce travail quotidien, sérieux, engagé, que nous faisons face à des menaces qui sont autrement plus dangereuses que les propos que vous avez rapportés, Monsieur le député,
Parce que ce que vous rapportez, ce sont sans aucun doute des manifestations qui sont parfaitement scandaleuses. Et de mon point de vue, j'ai confiance dans les services de police et j'ai confiance dans la justice de notre pays qui prendra les mesures qui s'imposent. Et nous n'avons pas besoin, monsieur, d'exalter ce type d'anecdotes alors que les questions sérieuses sont posées et traitées par ce gouvernement. La parole est à madame Bernadette Laclais. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. La loi transition énergétique pour une croissance verte, qui vient d'être adoptée par notre Assemblée, confirme dans son article 9 l'importance du report modal de la route vers le rail. Le projet de nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, avec son volet transport de marchandises, s'inscrit pleinement dans cet esprit. En effet, le Lyon-Turin est un grand projet écologique pour réduire les rejets de CO2 dans l'atmosphère dans le massif alpin. L'enjeu est considérable, puisque dans le massif alpin, qui s'étend au sens européen du Léman à la Méditerranée, l'année dernière, ce sont plus de 2 600 000 poids lourds qui ont circulé, rejetant plus de 2 500 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère sur 350 à 400 km. C'est un grand projet économique. Rappelons que l'Italie est l'un des tout premiers partenaires économiques de notre pays. Et nous connaissons, depuis les accidents qui ont eu lieu dans les tunnels routiers du Mont-Blanc et du Fréjus, l'insécurité que constituent les longs tunnels routiers. L'Europe a lancé récemment un appel à projets pour les infrastructures de transport et les pays ont jusqu'au mois de février pour faire leurs propositions. Pour le Lyon-Turin, le financement pourrait être pris en charge à 40% par l'Europe et 35% par l'Italie. C'est donc un grand projet de relance économique et de l'emploi, laissant 25% de son coût à la charge de la France. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement entend-il bien répondre à l'appel de projet dans les délais fixés par Bruxelles et demandera-t-il avec ambition l'inscription du Lyon-Turin dans les projets à financer? Enfin, pour ce qui est de la part de financement de la France, après les déconvenues subies avec l'écotaxe, dispositif que la précédente majorité avait hélas si mal engagé, serait-il possible, à l'image de ce que font les Autrichiens pour financer le tunnel du Brenner, de s'inspirer du principe de la directive européenne Eurovignette? Merci madame. La parole est à monsieur Alain Vidalies, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Oui, merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés. Madame la députée, la liaison Lyon-Turin est un projet essentiel pour le développement des liens économiques entre la France et l'Italie. Il aura en outre un impact considérable en termes de report modal et de réduction de la pollution dans les vallées alpines. Près d'un million de poids lourds par an seront ainsi reportés de la route vers le rail. La France ne peut pas rester à l'écart des grands flux de transport, des dynamiques économiques, alors que des projets comparables sont réalisés dans toute l'Europe. Des étapes essentielles et concrètes du projet ont été franchies en 2014 avec le percement de la galerie de reconnaissance de la Maddalena en Italie et la signature du marché de réalisation de la galerie de Saint-Martin-la-Porte en France. Les travaux représenteront le plus grand chantier du début du siècle, mobilisant des entreprises et des forces vives des deux côtés des Alpes, contribuant à la relance de l'économie dont nos pays ont besoin. Concernant le financement de la part française du projet, compte tenu de la subvention européenne attendue, elle s'inscrit dans la politique générale du financement des infrastructures et la question particulière d'une ressource vignette fait partie effectivement des études en cours. J'ai déjà rencontré à 2 reprises mon homologue italien, M. Lupi. Ensemble, nous avons convenu d'avancer vers une gouvernance rénovée du projet. Nous avons également décidé de mettre en place une procédure de certification des coûts. Enfin, pour vous répondre précisément, Madame la députée, je suis heureux et je vous confirme que les 2 gouvernements ont décidé de déposer conjointement, avant le 26 février 2015, un dossier pour obtenir, pour le Lyon-Turin, la reconnaissance de grands projets européens et une subvention qui sera importante pour ce grand projet pour la France et pour l'Europe. Merci. La parole est à madame Claudine Schmid. Merci, Monsieur le Président. J'associe à cette question tous les parlementaires concernés par le devenir de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, dont Jean-Luc Reitzer. Monsieur le Premier ministre, l'aéroport de Bâle-Mulhouse est un aéroport binational, au statut unique au monde, et le symbole fort de la coopération franco-suisse. Il ne vous a pas échappé qu'il est un atout considérable pour l'Alsace,
un facteur économique de première importance avec 25 000 emplois directs ou indirects, donc 18 000 occupés par des Français. Je vous interroge aujourd'hui, car l'esprit qui a guidé la Convention de 1949 semble remis en cause par le gouvernement qui veut appliquer notre législation fiscale à l'ensemble des entreprises situées en secteur douanier suisse. Depuis votre décision de remettre en cause ce statut, des investissements ont été suspendus et des délocalisations envisagées avec, pour corollaire, des effets négatifs sur les emplois. Pour mémoire, cet aéroport est le deuxième employeur du Haut-Rhin. En 2012, un accord de méthode avait été conclu pour mettre un terme aux différends existants sur le droit du travail. Je ne doute pas que, dans le domaine fiscal également, vous trouverez un cadre favorable, d'autant plus que la Suisse entend votre revendication et ne la conteste pas, puisqu'elle est prête à rétrocéder à la France toute recette fiscale prélevée directement ou sous forme de TVA. Alors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous rassurer? Lors des très prochaines discussions, allez-vous privilégier les retombées économiques bénéfiques pour la région de l'aéroport à l'application unilatérale de notre fiscalité avec les conséquences qui se dessinent? Et quel délai vous êtes-vous fixé pour trouver un accord? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Claudine Schmitt. Nous sommes très attachés, comme vous-même, au développement de l'aéroport binational de Bâle-Mulhouse, qui est effectivement une infrastructure essentielle pour le trafic aérien dans l'espace transfrontalier franco-germano-suisse, mais aussi un bassin d'emploi très important en Alsace. Mais nous tenons également à ce que les conditions d'exercice de l'aéroport et des entreprises qui l'abritent soient pérennes, claires et sécurisées. Or, vous le savez, les conditions d'application des impôts et taxes fiscales français pour les entreprises implantées sur le site et pour les compagnies aériennes doivent faire l'objet d'un accord entre les gouvernements français et suisse. Si un accord a pu être trouvé en 2012, vous venez de le rappeler, s'agissant des modalités d'application du droit du travail, les discussions menées depuis plus de 5 ans sur le volet fiscal n'ont pas pu aboutir jusqu'à présent. C'est là, pour nous, un motif de préoccupation essentiel et qui nous mobilise évidemment de façon permanente. L'incertitude juridique qui en résulte est préjudiciable au développement harmonieux de l'aéroport et de ses entreprises. C'est pourquoi nous avons souhaité définir le plus rapidement possible le régime applicable sur le site. Des discussions approfondies se tiennent entre la France et la Suisse. Elles sont difficiles, mais vous n'avez aucun doute, notre objectif est bien de parvenir à un accord si celui-ci est possible avec la Suisse et je suis absolument convaincu qu'il l'est. Nous avons multiplié les propositions en ce sens. Ainsi, nous avons décidé en septembre de poursuivre pour quelques semaines les discussions en vue d'obtenir une clarification du régime fiscal qui sera appliqué en 2015. En tout état de cause, le niveau effectif d'imposition en matière de fiscalité sur les entreprises en France est comparable à celui appliqué en Suisse. L'application de la fiscalité française ne se traduirait donc pas par un alourdissement significatif de l'impôt pesant sur les entreprises, ni de leurs charges administratives. Des mesures d'aménagement sont au demeurant prévues par l'administration fiscale française pour faciliter la liquidation et le recouvrement de l'impôt. Par ailleurs, s'agissant... La parole est à Monsieur Thierry Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à la ministre des Outre-mer. Madame la ministre, je vous interpelle concernant la réforme de l'aide à la continuité territoriale. Le recul de l'État dans sa participation à l'offre tout public est un coup dur porté à l'appartenance républicaine des ultramarins. Oui, la gestion de la région Réunion, pour parler du cas que je connais, est critiquable, mais la remise en cause de l'engagement de l'État pose interrogation. Comment expliquer que des élus, aujourd'hui, sur les bancs du gouvernement, ont saisi le Conseil constitutionnel pour contester la loi de programme pour l'outre-mer qui créait l'aide à la continuité territoriale, la jugeant insuffisante à l'époque? Vous défendiez la qualité de notre République, une et indivisible. Et en 2003, même le président de la République actuelle et plusieurs membres de ce gouvernement saisirent le Conseil constitutionnel. Je vous invite à relire le texte de la saisine qui a débouché sur la décision numéro 2003-474. Alors aujourd'hui, au pouvoir, pourquoi avoir changé d'avis? Madame la ministre, la proposition du gouvernement n'est pas la solution. Vous l'avez dit, voilà 11 ans, nous devons tendre vers une amélioration de la desserte aérienne des régions outre-mer et travailler à un régime juridique adapté
afin de mettre en place une obligation de service public. Cette réduction aussi drastique de l'engagement de l'État dans ce dispositif envoie un signal négatif aux ultramarins. Ce n'est pas vers un désengagement qu'il faut tendre, mais vers une nouvelle appréhension du système dans sa globalité, afin de construire une véritable continuité territoriale. Aussi, Madame la Ministre, je vous demande de reconsidérer cette mesure qui distend un peu plus le lien entre l'Hexagone et ses régions d'outre-mer, de la suspendre et d'envisager une concertation pour que l'aide à la continuité territoriale soit plus équitable, plus juste pour tous les insulaires français, qu'ils soient en Méditerranée, dans l'Atlantique, dans l'océan Indien ou ailleurs. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Georges Paul-Langevin, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Robert, effectivement, nous devons travailler sur l'aide à la continuité territoriale. Il y a un constat que tout le monde partage, c'est que cette aide a explosé depuis plusieurs années. Ce budget a augmenté en 4 ans de près de 50%. Par conséquent, nous ne pouvons pas continuer comme cela et il faut trouver des solutions. Nous avons proposé une solution qui nous semble équilibrée. D'abord, nous voulons conserver l'aide en fonction des étudiants et pour la mobilité professionnelle. Par conséquent, le droit demeurera annuel et au contraire, nous allons l'améliorer. Par exemple, un étudiant qui a loupé un concours pourra avoir une aide pour pouvoir repasser un autre concours durant la même année. Par exemple aussi, des parents pourront accompagner un enfant qui est là dans le cadre des évacuations sanitaires. Mais pour le reste, nous allons aussi effectivement continuer à aider les personnes les plus modestes et ce, avec une condition de durée tous les 3 ans. Mais si le dispositif est en difficulté, c'est parce qu'il y a une politique qui a été menée par le Conseil régional de la Réunion et qui ne s'est pas simplement aider les gens les plus modestes, qui a aidé aussi beaucoup de familles qui avaient des revenus intermédiaires. Et par exemple, vous avez des gens qu'on a aidés à prendre un billet, des familles qui gagnent 9 000 € par mois. Donc je vois qu'à partir de là, le dispositif n'est plus un dispositif social et nous devons le recentrer sur ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment besoin d'être aidés à prendre un billet. Donc c'est vrai, nous allons y réfléchir. Je crois que vous avez raison. Il faut que nous réfléchissions à comment améliorer la continuité territoriale, mais ce dispositif est calculé pour des gens qui en ont vraiment besoin. Et si le Conseil régional de la Réunion a 20 millions, alors qu'ils le mettent sur les contrats aidés que le gouvernement a mis en place pour les jeunes réunionnais. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.